L'œil de l'expert ce matin, c'est Amandine Renaud. Bonjour Amandine Renaud, merci d'être avec nous ce matin. Je suis très heureuse et très admirative. Vous publiez aux éditions Michel Lafon Mon combat pour les grands singes, un cri du cœur et d'alarme pour repenser notre lien au vivant. La préface est de Maurice Barthélémy et je suis d'autant plus heureuse de vous recevoir qu'on avait reçu Maurice Barthélémy pour le documentaire qui avait été tourné sur Ushuaïa TV. Donc en lisant votre livre, j'ai revu ces images et j'encourage vraiment tout le monde à aller, j'espère que le doc existe encore sur Ushuaïa TV parce que c'était une vie, votre vie là-bas au Congo, au milieu des grands singes. Vous êtes primatologue, vous vivez là-bas, vous avez monté une fondation, une association en 2013, une expérience rare, dites-vous, celui de croiser le regard d'un chimpanzé. Peut-être expliquer à nos auditeurs ce que c'est qu'un primatologue. Un primatologue. Ou une primatologue, on dit une primatologue. Le primatologue, c'est celui qui va étudier le comportement des primates. Ouais. Et on peut faire ça en Europe, en France, dans les laboratoires ou dans les centres de recherche, ou on peut partir sur le terrain pour faire de la protection in situ. Et c'est ce que j'ai choisi de faire, du coup, pour pouvoir les aider dans leur milieu naturel. Ouais. Donc c'est un livre qui nous plonge dans votre quotidien, hein, vous le dites dans l'avant-propos, faire découvrir en quoi consiste mon travail auprès des chimpanzés dans le cadre de cette association. Donc tout de suite, on explique aux gens que s'il ne s'agit pas, c'est ce qui vous énerve le plus peut-être, de dire « Ah mais c'est super, tu prends des bébés singes dans tes bras ». Votre quotidien est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus compliqué que ça. Oui, bien sûr. Donc c'est au quotidien, racontez-nous un petit peu, puis après il faut laisser les gens découvrir votre livre aussi. Mais il faut dire que vous vivez au milieu de la forêt, dans un endroit où vous êtes relativement éloigné du monde. Hein. Relativement, oui, on est dans un milieu assez isolé. On a 10 heures de route de Kinshasa. Ouais. C'est que 400 km, mais c'est quand même 10 heures de route parce que les routes sont pas terribles. Et on vit en pleine forêt. Et donc, bien sûr, on a des moments où on va prendre des singes dans nos bras parce qu'ils ont besoin d'affect et de maman de substitution. Mais c'est un tout petit pourcentage du travail parce qu'en fait, quand on récupère des singes, on n'est pas là juste pour les papouiller, on doit aussi trouver de l'argent pour les nourrir, trouver de l'argent pour financer le salaire des travailleurs, acheter des terres pour préserver leur habitat naturel. Donc oui, il y a énormément de choses. Vous êtes courageuse. Je ne sais pas si vous aimez qu'on vous le dise, mais en tout cas, quand on sent... J'ai peur de tout, donc je ne sais pas si je suis courageuse. Mais... Quand même, vous êtes si un peu, une femme et vous en parlez. C'est un métier traumatisant et difficile, c'est ce qu'il faut dire. Mais c'est surtout aussi un cri d'alerte. Vous dites aujourd'hui, on n'en est plus à la sensibilisation. Ces grands singes sont en danger. Il y a beaucoup de dangers qui les menacent. Oui, il y a beaucoup de dangers. En fait, si vous voulez, quand j'étais toute petite, déjà, je me souviens, on me disait que les singes allaient disparaître, que les forêts disparaissaient, qu'on devait faire quelque chose. Et j'ai 40 ans passés et au final, on dit toujours la même chose. Absolument. Parce que je pense que rien n'est fait au niveau supérieur, au niveau des gouvernements pour réellement protéger les forêts. Parce qu'en fait, nous, à Piwak, on protège des singes, mais on ne peut pas protéger une espèce si on ne protège pas son habitat naturel. Et si en effet quelque chose était fait réellement pour protéger les habitats naturels, les forêts tropicales, les océans pour les animaux marins. Plus près du micro. Ah pardon. Mais du coup, je pense qu'on pourrait... on aurait pu faire quelque chose. Mais est-ce que les choses bougent? Parce que vous expliquez, il y a plusieurs facteurs qui font que ces grands singes sont en danger. Il y a la déforestation. Principalement la déforestation. Il y a le braconnage. Il y a aussi les maladies, beaucoup. Et puis, il y a cette culture qui est d'acheter des singes pour les prendre comme animaux de compagnie. Et vous récoltez des singes orphelins, des singes qui ont été maltraités. Est-ce que les consciences changent un petit peu? C'est une petite goutte d'eau, certainement, ce que vous faites, mais qui fait changer aussi les mentalités? En étant sur le terrain, moi je trouve pas que ça change, ou alors ça change vraiment lentement, parce que les populations locales continuent, du coup, malgré l'information, ça dépend des zones, parce que nous on est dans une province où vraiment les gens ne sont pas informés, mais en tout cas les populations locales continuent de chasser le singe, les expatriés qui s'installent là-bas continuent d'avoir un animal exotique, parce que c'est fun. Et le commerce de faune sauvage continue. Donc je trouve pas que les choses changent, mais après le fait d'être sur le terrain, de travailler avec les communautés locales, on se dit que petit à petit ça va faire évoluer les mentalités. Ouais, le Congo voit comment votre activité? Est-ce que vous êtes soutenu? Est-ce que vous êtes au contraire un petit peu
On est ennuyé? Non, on va dire qu'en fait, on est soutenu parce qu'on est vraiment dans une zone où il n'y a aucune activité économique. Et on est quasiment la seule institution à créer des emplois. Les gens là-bas travaillent dans les champs, ils vont être payés seulement quand ils vont vendre leur récolte. Donc le temps passé à cultiver, à semer, ils ne sont pas payés. Donc là, c'est vrai que nous, le projet fait vivre 18 familles. Et c'est quand même pas rien dans cette zone. Et on travaille principalement avec les populations issues des villages. Donc tous les travailleurs sont issus de populations rurales. On n'a pas essayé de vous faire taire, de vous chasser? Non, mais je m'y attends un jour. Pour l'instant, non, ça va. On est vraiment bien soutenu par les autorités, par les populations locales, ça va. Vous ne vous sentez pas en danger physique? Je parle d'assassinat, de choses comme ça. On n'est pas assez connus pour ça, je pense. On ne dérange pas encore assez, donc non. Après, on est dérangé par d'autres menaces, comme la faune sauvage. Oui, la faune sauvage, les serpents, oui. Il y a beaucoup de... On en a beaucoup, oui. Et comment vous faites? On respecte, on observe de loin et on attend que les animaux passent. Oui. Le plus grand danger de cette faune, c'est quoi? C'est les serpents? Les serpents et puis les moustiques, parce que la malaria est quand même une maladie mortelle aussi. Donc, on a vu justement Maurice Barthélémy. Alors, c'est pas les moustiques qui l'ont baptisé, c'est des petits fourrous, c'est des petites mouches invisibles qui piquent c'était des maringouins. Et c'est vrai que vous travaillez dans des conditions assez difficiles. On l'avait vu dans le documentaire, mais c'est vrai que vous parlez de cet appareil d'échographie qui lâche en pleine... à cause de l'humidité. Comment vous financez justement les appareils et puis le quotidien? On finance par des fondations françaises. Je ne sais pas si j'ai le droit de les citer. La fondation Brigitte Bardot, 30 millions d'amis, Loche et beaucoup d'autres. La fondation Yves Rocher aussi. Et ce sont des fondations qui vont financer des projets, donc soit l'amélioration d'accueil des singes, soit le reboisement, soit l'achat de terre. Et ensuite, il y a des particuliers qui nous soutiennent par des dons, des adhésions, qui parrainent des singes, parce qu'on peut parrainer un singe pour participer quotidiennement à l'entretien des singes, l'achat de nourriture, des médicaments. Et comment ça se passe? Ça peut intéresser nos auditeurs. Comment on parraine un singe? On n'envoie pas le singe en France, il reste en forêt. L'idée, c'est d'aller sur notre site internet, de choisir son filleul. On a des chimpanzés ou des cercopithèques, et puis on participe mensuellement. Et nous, ça nous permet d'acheter une boîte de lait, des couches pour les bébés chimpanzés. Je vais le faire. Voilà. Je vais le faire parce que je vous avoue qu'il y a des pages que je n'ai pas pu lire sur le braconnage, sur les sévices qui sont infligés aux animaux. C'est assez terrible. C'est la misère humaine, oui. C'est la misère humaine, oui. Et puis, ce qui est fascinant aussi dans ce que vous racontez, c'est ce contact que vous avez, vous, avec ces primates. Ah oui, je sais que ça c'est privilégié. Non, vous racontez le premier singe, Mayele. Non, mais Mayele, même vous le regardez, vous grognez. Je vocalise. Vous vocalisez. C'est quoi la vocalise d'un singe? Ça dépend, mais par exemple, quand on va dire bonjour ou pour apaiser, c'est. D'accord. Ça dépend du contexte, mais du coup, oui, on communique facilement et ça crée des liens. Et c'est vrai qu'ils nous considèrent au bout d'un moment comme un membre de leur famille aussi. Il y a toute la question aussi de la réintroduction. Vous dites que ça fait polémique auprès des associations, même de la communauté scientifique. Est-ce qu'il faut les réintroduire? Est-ce qu'ils ont la possibilité pour certains? C'est ce que vous racontez d'ailleurs pour ce chimpanzé. Il n'a connu que l'homme. Donc est-ce qu'on doit forcément les réintroduire? Est-ce qu'ils ne risquent pas d'être braconnés aussi? Alors il y a toujours le risque après qu'ils soient braconnés, mais c'est pour ça qu'une fois qu'on a réintroduit un singe, on va aussi le protéger son habitat avec la présence d'éco-gardes ou d'observateurs. C'est très long et très compliqué, ça coûte très cher, donc c'est pour ça aussi que c'est un peu contesté, mais moi j'y crois dans le sens où, je dis qu'il y a toujours l'appel de la forêt. Les singes au bout d'un moment sont contents d'être avec nous, mais ils ont quand même envie de retourner libres et de vivre leur vie. Il y a tout un chapitre qui concerne le fait que vous soyez une femme. Oui. Parce que c'est plus compliqué que si vous étiez un homme. Oui, j'ai des réflexions farfelues, mais bon, je pense qu'on en a toutes. Et votre famille réagit comment?
Au départ, ils n'étaient pas très rassurés. Puis mes parents sont venus sur le terrain, ils ont compris ce que c'était un vrai job, parce qu'au final, on crée des emplois et il y a toute une structure à gérer. Donc non, ils sont plutôt fiers maintenant. Mais vous êtes partie toute seule comme ça, là-bas Alors oui, j'avais travaillé pour d'autres projets, mais en tout cas... Vous posez la même question que vous posent les gens vous disant, mais t'es avec une ONG, qui t'envoie, etc. Comment ça a démarré le projet d'ailleurs? En tout cas, pour Piwak, quand je suis partie la première fois, oui, les gens me disaient mais qui t'envoie, mais t'es pas payé, mais quoi, sauver des singes, mais n'importe quoi. Et après, je pense que c'est comme toute personne qui crée son entreprise et qui commence de nulle part. Il faut tout faire du début et puis c'est tout. Et vous expliquez assez bien que c'est une vocation pour vous. Rappelez que PWAC, ça veut dire Project for Wildlife and Apes Conservation. C'est en anglais. J'ai noté la page parce que c'est vrai que c'est un projet parce que c'est à la fois sauver ces singes, mais c'est aussi sauver la nature. C'est ce que vous dites aujourd'hui, que vous êtes en première ligne. Enfin, c'est ce que dit, je crois, Maurice Barthélémy, en première ligne de l'agression que subit notre planète. Ouais, c'est un projet pour une espèce menacée, son habitat, mais aussi les populations locales qui travaillent avec nous. C'est un projet global, en fait. Oui, c'est global, parce que vous expliquez que les populations locales, elles déforestent aussi parce qu'elles ont besoin de bois, elles ont besoin de ça, donc c'est une sorte de cercle vicieux, donc c'est très, très compliqué. Donc vous avez besoin de soutien, vous avez besoin on a besoin de soutien, de fonds pour faire avancer ça, parce que la RDC, ça coûte très très cher, donc on a vraiment besoin de... Et vous parlez aussi de ce tourisme animalier qui n'est pas forcément... Me déplaît fortement. Également appelé animalitaire. Pourquoi ça vous déplaît? Parce que c'est toujours au final pour le bien-être du touriste et pas de l'animal. Il y a des projets qui font ça correctement, mais de manière générale, les touristes ne vont pas respecter les protocoles sanitaires. Ils vont vouloir leur selfie avec leur singe, enlever le masque. Et là, vous montrez qu'ils sont extrêmement vulnérables bien sûr. Au virus. Effectivement, c'est assez cash ce que vous dites. Vous dites ceux qui pratiquent au sein des groupes organisés ou en solo en escantant rencontrer le parfait petit villageois africain qui saura les emmener au plus près de la faune locale pour pouvoir toucher les animaux. Effectivement, c'est compliqué, et que les singes sont plus accessibles que les panthères ou les éléphants pour faire des photos. Donc, après, c'est la même. Enfin, toutes les espèces menacées, je pense, n'ont pas à être impliquées dans le tourisme. PWAC, donc on va sur votre site si on veut parrainer, donc c'est P-WAC. Combien ça coûte de parrainer un chimpanzé? Il y a plusieurs packages, je crois que ça commence à 10 € par mois. D'accord, écoutez, si on est entendu ce matin, il faut vous aider, puis lire votre livre Mon combat pour les grands singes, un document chez Michel Lafon, un cri du cœur et d'alarme pour repenser notre lien au vivant. Merci beaucoup Amandine Renaud. Merci à vous et bravo, très admiratif de ce que vous faites et c'est important de le faire. Merci à vous.